C'est fou comme cette lumière est agréable. Ça fait tellement du bien. Je me demande bien comment il a fait pour recréer cette sensation de douceur avec une lumière si violente. En même temps, heureusement. Je sais pas comment j'aurais fait pour tenir depuis 52 dans un tel tableau. Puis c'est vrai que dans cette perspective, mon profil est plutôt sympa. Quoique, certains m'ont dit que je n'avais pas l'air de bien apprécier ce qui se passait ici. C'est vrai que je me sens un peu seule quand même. Seule dans ce tableau, seule dans cette ville. On a beau être tous ensemble, vivre les uns à côté des autres, voire même les uns sur les autres en fait. J'ai pas bien l'impression que ça nous rapproche vraiment. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Silence Tableau. Le principe de cette émission est simple. Nos équipes ont reconstitué et revisité avec humour 6 tableaux de maîtres qu'on va vous présenter. On parlera aussi du travail de la lumière en évoquant les œuvres d'origine. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le tableau reconstitué que vous venez de voir au début de l'émission, c'est une œuvre d'Edward Hopper, peinte en 1952. Il s'agit de Morning Sun. Peintre et graveur américain inspiré par Corot, Courbet, Daumier et Degas, Edward Hopper se situe dans la filiation du réalisme figuratif. Dans son iconographie, il aborde souvent le thème de la solitude, de la mélancolie et de l'isolement. Ces personnages, plongés dans une société en pleine mutation, semblent regretter une certaine Amérique du passé. La lumière qui inonde ces tableaux contribue au réalisme de ces scènes de genre. Morning Sun est un condensé de toutes ces caractéristiques. Sur le plan pictural, il s'agit d'une peinture de la lumière, celle du matin. Elle est brute, dure, vive et illumine la pièce qui semble être une chambre d'hôtel au décor épuré. La fenêtre, véritable frontière physique, sépare le monde de l'intérieur de celui de l'extérieur. Sur le plan thématique, il s'agit d'une scène du quotidien, une peinture sociale. Mais que voit-on ? Une femme, seule, assise sur un lit, silencieuse face à la fenêtre. Elle fixe l'extérieur et semble méditer. L'extérieur devient intrigant et sujet de questionnement. Tout dans sa posture immobile souligne sa solitude et son isolement dans ce monde urbain qui pourtant grouille de vie. Voilà pour ce qui est de ce tableau. Quant à sa reconstitution que nous avons faite, nous avons en duplex Pierre-Alexandre qui nous attend pour expliquer le travail effectué. Bonjour Marie, en effet je suis avec l'équipe technique en charge de la reconstitution en direct. Je vais leur poser une question sur la réalisation afin d'en savoir un peu plus sur le procédé utilisé. Bonjour Martin, Bonjour. quelle a été la problématique rencontrée du point de vue de la technique pour ce tableau ? Alors le problème auquel on a été confronté, c'est que le tableau comporte une fenêtre et ici il n'y en a pas. Donc on a filmé une fenêtre au préalable qu'on a ensuite détourée puis incrustée sur une image diffusée en direct. Je vous remercie pour ces informations. Marie, je vous rends le direct. Pierre-Alexandre, merci à vous pour ces explications. Pour aborder le second tableau, faisons un saut dans le temps pour revenir au XVIIe siècle. Période charnière dans l'histoire de l'art où deux grandes tendances sont en tête d'affiche, le baroque et le classicisme. En parlant du baroque, les érudites le présentent comme étant l'art de la couleur, du clair-obscur, de l'exubérance décorative, de l'exagération, de l'opulence des corps, du mouvement apparent, bref, l'art du lyrisme. En guise de référence, on évoque les artistes tels que Rubens ou Diego Velázquez, peintre espagnol né en 1599 à Séville et mort en 1660. Il est l'auteur du tableau que nous allons aborder. Il s'agit du Déjeuner de paysans, une huile sur toile peinte en 1622. Velázquez représente ici une scène de vie quotidienne, encore appelée scène de genre. Le tableau est composé de 3 personnages, 2 hommes et une femme autour d'une table. Les hommes débattent et de par leurs vêtements et leur différence d'âge, on devine une différence d'opinion. La femme, quant à elle, ne participe pas au débat, elle semble apeurée. Elle représente l'innocence soulignée par son bonnet blanc. Cette œuvre fait référence à la religion chrétienne. En effet, au centre de cette toile se trouve un repas bien particulier qui rappelle le dernier repas du Christ. Composé de poissons, de citron, de vin et d'orange, aliments que nous retrouvons sur la table du déjeuner de paysans.
Quant au traitement de la lumière, les éléments présents sur la toile sont valorisés par l'utilisation du clair-obscur. La lumière douce détache les personnages du mur et met en avant les aliments posés sur la table comme une composition de nature morte. En exclusivité, regardons ensemble la reconstitution de ce tableau réalisé par une de nos équipes. Chut, taisez-vous, ça va être à nous. C'est moi le prochain, j'en suis sûr. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Ça fait 400 ans que c'est comme ça. C'est la serveuse et moi d'abord, et ça changera jamais. Tu vois? De toute façon, il n'y a plus de respect pour les vieux de nos jours. C'est n'importe quoi. Bah, c'est pas trop tôt. Oh arrêtez, vous nous rabattez toujours les oreilles avec les mêmes histoires. Non mais on s'entend plus. C'était pas aussi bruyant avant. Regarde de la lumière de notre tableau, mettez-la en veilleuse. Bon, reprenons. Comment te dire? Ça sera toujours moi avant toi. Et ça sera toujours comme ça. On n'y peut rien. Ils peuvent pas baisser la lumière, on voit même pas ce qu'on fait. Le musée va ouvrir. On va se faire repérer. Toi, serre-moi un verre et personne ne bouge. Le troisième tableau que nous allons maintenant aborder nous ramène en France vers la fin du XVIIIe siècle, dans les coulisses du néoclassicisme. C'est une mouvance artistique qui remet au goût du jour les canons académiques, la noble simplicité et calme grandeur empruntée à l'Antiquité. En art, et plus particulièrement en peinture, la représentation est réaliste, mais il s'agit d'un réalisme idéalisé, tant pour les proportions humaines que pour l'espace reconstruit. C'est dans cette nouvelle vision picturale que Jacques-Louis David peint son tableau Marat assassiné en 1793. Cette œuvre est à la fois tragique et pleine de sens. Ici, l'auteur représente un moment historique, dramatique. Marat, député montagnard à l'époque de la Révolution, est assassiné chez lui le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday. Il s'agit d'un hommage rendu à Marat par David, comme le témoigne la dédicace écrite sur la boîte en bois, je cite, « À Marat, David ». La représentation est réaliste et le personnage de Marat a les proportions idéalisées, conformes à la figuration néoclassique. Dans cette scène inerte, l'auteur a réussi à reproduire une atmosphère dramatique grâce au traitement de la lumière et à la composition. La lettre de Charlotte Corday, le bain dans lequel Marat se trouvait pour se soulager de sa maladie, le couteau taché de sang et le coffre en bois dédicacé tel une épitaphe sont autant d'éléments qui retiennent l'attention dans ce tableau historique. Regardez ce que ça donne quand une de nos équipes tente de reproduire ce chef-d'œuvre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je sens rien? Je suis mort? Qu'est-ce que... Du 13 juillet 1793, Marie-Anne Charlotte Corday au citoyen Marat. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Je comprends rien, ça veut dire quoi? Puis c'est quoi cette lumière qui dramatise tout? Une lumière divine? Je vais quand même pas mourir maintenant. Avant de continuer avec le prochain tableau, retournons en duplex retrouver Pierre-Alexandre qui va nous dire ce qu'il se passe dans les coulisses de l'émission. Oui Marie, ici l'équipe travaille actuellement sur la deuxième reconstitution en direct que vous verrez tout à l'heure. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez acharné puisque la lumière est particulièrement importante et omniprésente sur ce tableau, ce qui rajoute un défi supplémentaire pour les techniciens. Mais ils ont l'air assez confiants, donc on peut espérer un bon résultat pour le final. Sur ce, je vous laisse pour la suite de l'émission avec Marie. Merci pour ces informations, Pierre-Alexandre. Changement d'époque et de genre, nous allons cette fois du côté de l'Italie pour admirer l'allégorie du temps gouvernée par la prudence. Un tableau peint dans les années 1565 par le Titien. Contrairement à ses contemporains vénitiens qui privilégient la lumière grâce au travail de la couleur, Titien intègre quant à lui des tendances maniéristes dans son iconographie en favorisant le détail du tracé. Ce tableau est une allégorie de la vie. On y voit trois personnages, un jeune homme, un adulte barbu et un vieillard à la barbe blanche.
Chaque personnage est associé à un animal. Le chien représente la jeunesse, l'apprentissage et le futur. Le lion est symbole d'une maturité certaine. Il représente une férocité et la puissance qui s'appliquerait au présent. Et le vieux loup, qui évoque l'âge avancé, représente la solitude qui désigne le passé, mais aussi la sagesse. Ces trois animaux représentent l'évolution de la vie à travers les trois âges. Ce tableau est la parfaite illustration d'un proverbe latin selon lequel, depuis les actes passés, le présent agit prudemment afin de ne pas compromettre le futur. En ce qui concerne le traitement de la lumière et de la couleur, cette œuvre est davantage sombre. Les personnages émergent du fond noir par un éclairage contrasté, inégalement réparti. Les visages des plus jeunes sont fortement éclairés, tandis que celui du vieil homme disparaît quasiment dans l'ombre, signe d'extinction de la vie. Je vous laisse regarder sa reconstitution. Le peintre m'avait dit que c'était un portrait. C'est pour ça que je suis là. Non, vous avez pas compris. La lumière est faite pour un portrait, donc il n'y a qu'une seule place, et c'est la mienne. Vous êtes pas un peu trop jeune? Bah non, justement, c'est mon atout. La fleur de l'âge, c'est moi. Je représente l'avenir, je suis pas fané. Certes, mais entre nous, il y a un grand fossé, ce qu'on appelle l'expérience. Je sais poser. Oh, c'est quoi ce foutoir là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attendez, on va pas faire un portrait à trois. Il va vraiment falloir que je vous explique tout. Hein. Pendant la réunion avec le peintre, on a dit qu'on faisait l'allégorie du temps. Toi, t'es le passé, toi, le futur, et moi, le présent d'une seule et même personne. Waouh, je vais vraiment ressembler à ça? Ah bah, j'avoue, ça craint. Bon, ok, mais et ça, à quoi ça sert? Même ça, vous le saviez pas? Chaque objet nous représente et symbolise notre personnalité. Bon, enfin bref, assez discuté, il est temps de poser. Initiée par l'art paléochrétien dans l'Antiquité, la peinture religieuse se développe au siècle suivant et trouve son apogée à la Renaissance. Dès lors, ce genre devient incontournable et se pérennise. Les portraits des saints, les scènes bibliques et les béatifications deviennent monnaie courante. Le tableau qui va suivre est un écho à cette tendance. Référence pour la religion catholique, il immortalise un instant de la passion du Christ. Intitulé Christ à la colonne, cette huile sur toile est peinte par le Caravage entre 1606 et 1607. L'artiste nous montre non pas la scène violente de torture de Jésus, mais l'instant précédant le supplice. La scène est calme, sans cri ni agitation. Le fouet, instrument du supplice, reste caché. La composition du tableau est épurée. En arrière-plan, la colonne qui se détache du fond noir, et en avant-plan, les présences humaines. Il s'agit de Jésus et ses bourreaux. Sur la gauche, le Christ se détache du fond sombre. Bien que son corps n'ait aucune trace de violence, il semble abattu, seul et isolé. Ce qui renforce la gravité et l'importance symbolique de cette scène. Ces bourreaux ont deux attitudes différentes. L'un a un regard rempli de pitié pour le Christ, tandis que l'autre semble ferme en exécutant sa besogne. Si la représentation des corps est conforme au canon de la Renaissance, car ils sont idéalement proportionnés, ce tableau est baroque, de par le traitement de la lumière, à savoir le clair-obscur. On parlera ici du ténébrisme. En effet, la lumière qui éclaire la composition donne l'impression de sortir les personnages des ténèbres qui les enveloppent. Elle forme un halo lumineux dans lequel Jésus, plus proche de la source lumineuse, est le plus éclairé. Sans doute s'agit-il de l'illumination spirituelle. En somme, on voit dans ce tableau une manière théâtrale et nouvelle d'exprimer le drame et la présence du sacré. Regardons ensemble son interprétation par une de nos équipes. Wow, faut peut-être se mettre en place là maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça m'éblouit, j'en ai marre. Ça fait 400 ans que j'ai la lumière dans la tête, ça suffit maintenant. Oh, ça va, Jésus, on en a déjà parlé. T'es obligé d'être dans la lumière. Et pourquoi c'est moi, ça pourrait pas être lui là? Mais non, il peut pas, il est moche. Eh ben, C'est vrai que je suis bien foutu quand même. En plus de ça, tu représentes le divin, le Fils de Dieu. C'est toi qui dois être dans la lumière, pas l'autre derrière. et regarde-nous, on s'apprête à fouetter Jésus sur la colonne. On représente le mal, on peut pas être dans la lumière. Mais le Caravage vous a quand même éclairé, c'est-à-dire que vous avez une part de bonté en vous? Bah, parlons-en du Caravage. Il a utilisé une technique de peinture appelée le clair-obscur. C'est à cause de lui qu'on est dans l'obscurité depuis 413 ans. Ah oui, et pourquoi forcément dans ma tronche? Elle peut pas venir de derrière la lumière? La lumière qui vient d'ici montre ta destinée, ton futur, le paradis et tout ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Jésus, fais un effort. Tu connais très bien ton histoire, on va pas tout répéter. Ah ouais, c'est vrai. Mais avant, on va te fouetter, hein.
Pour conclure notre émission, faisons une halte au XVIe siècle, période de la Renaissance où ce mouvement est à son apogée. C'est l'époque de Michel-Ange, de Raphaël et surtout de Léonard de Vinci, l'auteur du dernier tableau que nous allons aborder. Il s'agit du portrait de Saint Jean-Baptiste. Léonard de Vinci l'a peint vers la fin de sa carrière entre 1513 et 1516. Ce tableau est remarquable à bien des égards. D'abord, le réalisme de la représentation. Les proportions humaines sont maîtrisées et conformes au canon. C'est un réalisme idéalisé. Saint Jean-Baptiste est représenté tel qu'il vivait, en ermite, vêtu d'une simple peau de bête. Le haut du corps sortant des ténèbres met en valeur le velouté de la peau. Puis, il y a la psychologie du personnage, avec ce sourire emblématique, chose qu'on ne savait pas faire au Moyen-Âge, et enfin, le geste, qui semble naturel. Sur le plan technique, Léonard de Vinci utilise ici le sfumato. Cette technique crée un effet de fumée sur le tableau, adoucit les contours des éléments et les rend vaporeux. Ainsi, le personnage fond progressivement dans le décor. Enfin, il y a le traitement de la couleur et de la lumière. Léonard de Vinci utilise ici le clair-obscur. Saint Jean-Baptiste émerge d'un fond sombre avec une lumière chaude, tout en restant dans un ton monochrome. La palette utilisée est très restreinte, avec une dominante de jaune et de brun. Mais, par sa maîtrise, elle est déjà significative de l'importance que Léonard de Vinci accorda à la couleur. Ainsi, d'un sujet intemporel car divin, il pouvait lui donner une dimension temporelle. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard de Vinci a retouché sans relâche ce tableau qui reste un de ses chefs-d'œuvre. Voilà, notre émission touche à sa fin. Avant de vous quitter, je vous laisse apprécier cette dernière reconstitution du tableau de Léonard de Vinci. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Silence Tableau. Je vous dis à bientôt et au revoir. Oh non mais cette lumière, je peux plus me la voir en peinture, elle me bousille les yeux. Bon, cesse de t'énerver, Jean-Baptiste, et vois plutôt la symbolique de cette lumière divine éclairant ta personne. Ouais non mais là j'ai beau être rinçin, la seule chose que je vois c'est une lumière qui me crame la rétine. Et puis pourquoi moi? Bon, comment ça? Bah pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Non mais par hasard, hein, mon cousin Jésus dont on me parle à longueur de journée collerait très bien avec cette croix là. Ton cousin, il se repose. Il se faisait fouetter il y a encore quelques minutes. Ah bah je suis sûr qu'il passe quand même un meilleur moment. Bon, si tu arrêtais de te plaindre, ce serait peut-être plus rapide. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous voulons que tu deviennes une figure divine aux yeux des gens. Et ça passe par cette lumière. La croix, c'est juste pour faire joli. Et en plus de tout ça, c'est Jésus qui m'a conseillé de te choisir. Car selon lui, tu es, avec ton sourire, celui qui représente le mieux le visage de l'ange. Alors en place, mon ami, on va enfin pouvoir tourner.